à toutes et à tous dans notre série de podcasts sous le thème de l'IA au service de la santé de la femme, qui réunit 4 épisodes où on abordera des exemples de réussite de l'IA dans les soins, les défis pour démocratiser et résoudre la problématique de l'accès aux soins, et nous laisserons place pour finir à l'expérience d'une vie humaine pendant et après le cancer. Aujourd'hui, nous présentons l'épisode l'IA au service de la prévention du cancer du sein. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité de marque, Mathieu Leclerc-Chalvet, directeur général de Therapixel. Bonjour Mathieu. Bonjour, et merci de m'accueillir. Alors Therapixel avant tout est une entreprise française à la pointe de l'innovation, spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels basés sur l'intelligence artificielle dédiée au domaine médical et plus spécifiquement à la radiologie. C'est exact. Et vous êtes particulièrement connu pour votre produit MammoScreen, un outil conçu pour assister les radiologues dans l'interprétation des mammographies et la détection de cancer du sein. Pour commencer, Mathieu, pouvez-vous nous dire comment est né Therapixel ? Therapixel est né de l'envie de chercheurs de l'INRIA, Institut national de recherche appliquée en informatique, de transformer leur connaissance en quelque chose d'utile pour la société. Et donc, ils ont décidé d'appliquer leur savoir-faire, ce qu'on appelle le computer vision, donc l'utilisation d'un ordinateur pour analyser des images. Et en fait, après quelques débuts hésitants, la société a participé à un concours mondial en 2018 qui cherchait à savoir si on pouvait, avec une intelligence artificielle, détecter au moins aussi bien qu'un radiologue le cancer du sein sur des mammographies. Et il y avait plus de 1100 participants et Therapixel est arrivé premier et donc a gagné ce challenge. Sur cette base, l'équipe scientifique a décidé de lever des fonds et de consacrer toute l'énergie de la société à la conception et à la réalisation et maintenant à la commercialisation d'un produit qui aide les radiologues à détecter le cancer du sein sur la mammographie. Le constat est donc que le dépistage du cancer du sein reste un enjeu majeur pour la santé des femmes. Pourriez-vous nous indiquer comment l'IA, et notamment votre technologie MammoScreen, contribue à rendre ces dépistages plus précis et surtout plus accessibles ? Alors c'est d'abord un outil qui permet au radiologue d'être rassuré dans sa prise de décision. C'est très compliqué de voir une mammographie qui est faite sans aucune raison de symptômes et de se dire est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? C'est vraiment la mentalité de chercher une aiguille dans une bulle de foin, puisqu'on a à peu près 8 cancers pour 1000 examens de mammographie. Donc le radiologue, si vous pensez, il doit faire 992 examens où il n'y a rien et 8 où il y aura quelque chose. Donc conserver son attention et être sûr de la décision qu'on prend, de dire « Madame, tout va bien, revenez me voir dans 2 ans » ou « Madame, il y a une suspicion, il faut faire des examens complémentaires », c'est un gros enjeu pour le radiologue. Et le fait d'avoir vraiment cette deuxième opinion à ses côtés, qui est l'IA, l'aide beaucoup. Et le mot qu'on entend le plus de la part des professionnels qui utilisent MammoScreen, c'est qu'ils se disent plus confiants dans leur prise de décision. Ils se sont rassurés de prendre la décision qu'ils prennent. Aujourd'hui, après quelques années de commercialisation, pouvez-vous nous dire quelles ont été les réponses du secteur médical sur le marché et quels sont également les retours des professionnels de santé qui utilisent votre solution au quotidien ? Alors au début, elle était comme face à toute innovation, elle était prudente. Les médecins ont fait le serment d'Hippocrate qui dit d'abord ne pas nuire. Donc quand il y a une innovation, ils pensent en même temps qu'est-ce que ça peut apporter à mes patientes et quel risque je peux prendre si j'utilise cette nouvelle technologie. Donc il y a eu une phase initiale d'observation quelque part. Et on a trouvé quand même quelques courageux qui ont essayé. Et puis maintenant, on est dans une phase vraiment d'accélération. On estime, avec un travail qu'on a fait récemment avec le ministère de l'Industrie, qu'il y a déjà à peu près une femme sur 5 en France qui bénéficie de l'intelligence artificielle lors de sa mammographie. Ce qui veut dire aussi qu'il y a 4 femmes sur 5 qui n'en bénéficient pas encore. Il y a encore beaucoup de marge là-dessus. Mais donc les médecins ont été prudents. Et puis en France, peut-être c'était plus facile parce qu'on était une société française. Donc il y a eu une proximité culturelle quelque part dans la façon dont expliquer les choses. Ils se sont rendus compte que ça les aidait. Ils ont compris en quoi ça les aidait, que quand ils étaient en fin de journée, oui, c'était plus facile parce qu'ils risquaient moins de louper quelque chose, qu'ils étaient plus précis, que quand ils faisaient des examens complémentaires, ils risquaient pas de louper quelque chose. Donc c'était vraiment un gros filet de sécurité pour eux. Cette partie intéressera sûrement nos auditeurs avides de découvrir plus sur l'intelligence artificielle.
Nous allons maintenant aborder des questions plus techniques. Pouvez-vous donc nous parler des modèles d'intelligence artificielle utilisés dans MammoScreen ? Comment fonctionnent ces modèles en pratique et combien de temps avez-vous consacré à leur développement ? Alors, ça a évolué beaucoup. On a commencé en utilisant les modèles de réseaux de neurones convolutifs, et donc le deep learning. Et puis, les technologies et les modèles qui existent dans ce cadre, il y a des choses nouvelles tous les ans. Donc, on continue d'évoluer. Et on est passé maintenant, on avait au début des modèles qui étaient en apprentissage dirigé. Et maintenant, on a des modèles qui sont un peu auto-apprenants. Ça ne veut pas dire qu'ils apprennent en permanence, mais ça veut dire que dans la constitution, dans la période d'entraînement du modèle, le modèle est capable de rechercher lui-même qu'est-ce qu'il faut regarder et il fait de l'auto-apprentissage. Tous ces termes, ils sont utilisés vraiment en corrélation avec ce qu'on utilise pour l'humain qui apprend. L'apprentissage peut être dirigé ou il peut être de l'auto-apprentissage. Donc, c'est exactement la même chose pour les réseaux de neurones. Alors ensuite, en marge de ça, on a nos propres logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse, par exemple, des comptes rendus de radiologues, parce qu'on a une base de données de plusieurs millions d'examens avec les comptes rendus qui vont avec. Et quand on veut faire de l'apprentissage, il faut que l'IA puisse lire le compte rendu et savoir quelle avait été la décision et de se dire, OK, donc sur cette image, je pense qu'il y a un cancer. Et quand je lis le rapport, effectivement, il y a bien un cancer, donc j'ai raison. Donc ça, c'est quand il y a un auto-apprentissage. Donc voilà. Une des rares choses qu'on n'utilise pas, c'est les modèles, on a essayé, mais ça ne donne pas de bons résultats, c'est les modèles d'IA générative. C'est vrai que depuis un peu plus d'un an, les gens pensent IA, ils pensent ChatGPT. Et donc on a essayé, on s'est dit si on a des bases de données, on pourrait peut-être les augmenter pour générer des images artificielles qui permettraient d'entraîner plus les modèles. Et en fait, ça ne marche pas très bien. Donc on a abandonné ces trucs-là, mais on utilise la plupart des technologies et on est maintenant en train de regarder les foundation models qui sont la dernière nouveauté pour voir en quoi ça pourrait nous aider. Mais même si on est très focalisé sur l'IA, on ne pense pas que l'IA est la solution à tout. C'est un peu toujours le défaut de dire j'ai un marteau, je cherche un clou. Donc là, on utilise l'outil parce qu'il apporte une valeur par rapport à ce qu'on utilisait précédemment. Avant qu'un logiciel ne soit lancé sur le marché, on sait qu'il doit passer par une phase cruciale de test sur les utilisateurs. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée cette phase pour MammoScreen ? Le temps que ça a mis pour développer, il a fallu d'abord collecter des datas. On a mis 1 an, 18 mois à collecter des datas. Ensuite, il faut les annoter. Et ensuite, il faut entraîner les modèles. Donc tout ça, ça a mis 2 ans et demi à peu près. Et puis après, c'est pas parce qu'on a un algorithme qu'on a un produit. Il faut livrer l'information découverte par l'IA auprès du professionnel. Et ça, c'est toute la partie UX et UI. Et on a mis autant d'efforts, que ce soit en argent ou en temps humain, à développer cette partie UX. Et c'est ça aussi qui fait le succès de Therapixel et de MammoScreen. C'est qu'on a un algorithme qui est très précis, mais on a aussi une façon de délivrer cette information qui convient parfaitement au radiologue. C'est au bon moment, au bon endroit, et y compris à quel endroit précis de l'écran il faut afficher les informations, dans quel ordre, voilà. Donc tout ça, ça a été pris en compte. Et c'est ça qui fait qu'on a un logiciel qui est très apprécié maintenant. Est-ce qu'on peut vous demander, Mathieu, de vous projeter dans 5 à 10 ans et de nous dire quel rôle va jouer l'IA dans le secteur médical ? Alors, prédire ce que l'IA va pouvoir faire en 5 à 10 ans, c'est extrêmement compliqué. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'IA en radiologie. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans, j'aurais pu prédire où on est maintenant. Il y a des nouveaux modèles qui apparaissent tout le temps, donc c'est très difficile. Par contre, je prendrais la question un petit peu différemment en disant à quoi est-ce qu'on devrait chercher à appliquer l'IA en médecine et où est-ce qu'on pourrait faire bénéficier la médecine. Une chose est sûre, pas à remplacer les professionnels de santé. C'est pas à ça que sert l'IA. L'IA peut délester les professionnels de santé de tâches qui sont rébarbatives. Pourquoi ? Parce que c'est ennuyeux, mais c'est aussi dans les tâches rébarbatives que les humains sont les moins bons, c'est là qu'ils font des erreurs. Donc, il vaut mieux les donner à une machine qui s'en fiche de faire la même chose 100 000 fois. Ensuite, il y a les tâches là où on en est actuellement, c'est vraiment de l'aide au diagnostic, c'est un deuxième avis. Donc, le professionnel de santé peut confronter son opinion avec une opinion plus objective, parce que faite par une machine, et ensuite voir si il confirme son impression première ou pas.
Et puis ensuite, il y a l'augmentation des capacités de professionnels de santé par des systèmes plutôt prédictifs qui permettent, alors pour rester dans le domaine du cancer du sein, on travaille à des modèles de prédiction du risque basés sur l'image, de voir comment pourrait évoluer le tissu mammaire, et est-ce qu'il y a un risque que ça évolue, à quel endroit, à quel moment, vraiment des choses très précises. Il y a aussi évidemment la médecine de précision avec, étant donné les caractéristiques de ce sein, d'un point de vue radiologique, quels sont les traitements les plus adaptés, et y compris quelle est l'évolution prédictive d'un traitement sur ce sein particulier. Donc la médecine de précision dont on parle depuis un peu plus de 20 ans est enfin en train d'arriver, alors pas seulement dans notre domaine, mais voilà, l'IA peut contribuer à l'arrivée de cette médecine de précision et personnalisée. Pour finir, 2 petites questions. En matière d'innovation, quels sont les prochains défis à relever pour Therapixel et quelle est votre vision pour l'avenir de l'IA dans le secteur médical ? Alors pour Therapixel, l'enjeu, c'est de continuer de passer à l'échelle. On a depuis toujours été très focalisé sur ce qu'on faisait, donc on aurait pu faire de l'IA sur plein de sujets. On a décidé de faire que sur un sujet. On est présent sur le marché français et on est présent sur le marché américain, et c'est tout. Donc l'enjeu, c'est de grossir dans ces 2 marchés et d'être présent dans le monde entier également. Ce qui rejoint la deuxième partie de votre question, puisqu'on a un certain nombre de partenariats aussi pour faciliter l'accès au dépistage dans les pays où on peut trouver de l'équipement, mais on ne trouve pas le savoir-faire pour interpréter les images. Donc c'est là que l'IA va permettre, et permet déjà, on l'a vu sur des gros programmes de l'OMS sur la détection de la tuberculose, où il y a un camion avec un appareil de radiologie dedans et les images sont analysées par une machine et il n'y a pas de médecin à bord. Et simplement, seulement s'il y a un cas suspect, à ce moment-là, on fait des examens complémentaires. On peut imaginer tout à fait la même chose pour la mammographie. Il y a un programme de l'OMS qui a démarré l'an dernier, alors c'est des temps un peu longs, mais qui va chercher à faire ce genre de choses, à donner accès dans les pays où il n'y a pas de radiologue à la mammographie, parce que les taux de mortalité dans les pays émergents pour le cancer du sein sont dramatiques. Alors, ils sont un peu masqués parce qu'il y a d'autres préoccupations, mais voilà. Après, parce qu'on travaille sur l'IA à faire des modèles qui sont le moins biaisés possible, eh bien, ça nous aide aussi à faire une médecine moins biaisée entre les 2 genres. On le sait sur le domaine cardio-respiratoire, cardiovasculaire, il y a plein de choses qui ont été étudiées chez l'homme, mais quand ça se transpose en fait assez mal chez la femme. Et là, avec l'IA, on peut faire des choses qui sont indifférenciées. Alors, sur le cancer du sein, évidemment, c'est pour essentiellement la femme. Même s'il y a un cancer du sein chez l'homme, il est d'une nature assez différente et on ne procède pas du dépistage. Mais l'IA permet d'avoir une vue non genrée des choses et c'est assez intéressant pour la médecine. Merci beaucoup Mathieu Leclerc-Chalvet pour votre présence aujourd'hui, ainsi que cette discussion enrichissante autour des innovations de l'intelligence artificielle. Ce que Therapixel accomplit avec MammoScreen est non seulement un progrès technologique, mais surtout un véritable pas en avant pour améliorer la santé publique. Nous tenons également à remercier toute l'équipe de Therapixel pour votre travail extraordinaire, mais surtout votre rôle révolutionnaire dans la santé des femmes. Merci de m'avoir accueilli. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, avant de vous quitter, nous souhaitons vous rappeler quelques gestes essentiels de prévention à adopter. Le dépistage est crucial. En effet, détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Il est donc important d'adopter de bonnes habitudes de vie, en privilégiant le sommeil, en évitant l'alcool en excès, la fumée du tabac et les traitements hormonaux prolongés. Il est également recommandé de surveiller votre poids et de maintenir une alimentation équilibrée. En ce qui concerne les examens de santé, dès l'âge de 25 ans, un examen clinique annuel est à privilégier et à partir de 50 ans, un dépistage mammographique tous les 2 ans est recommandé. Apprenez également à reconnaître les potentiels signes et symptômes en faisant de l'autopalpation et en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou la médecine du travail. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour le 3e épisode, la révolution de l'IA en santé, utilité et défis à surmonter. À bientôt!